Nous sommes en pleine crise des agriculteurs. La colère dans le monde agricole. La colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur contre les normes trop étouffantes. Du lisier, de la terre et des pneus, la plateforme logistique de Miramas est bloquée depuis la nuit dernière. Autoroutes bloquées, défilés de tracteurs, bâtiments publics visés. Pendant plus de 2 semaines, l'actualité a été marquée par une large mobilisation agricole. Un mouvement parti des bases, mais très vite cadré par les syndicats agricoles, FNSEA en tête. La fédération majoritaire s'est placée partout porte-parole officielle de la colère. Ce que l'on souhaite, c'est bâcher le radar qui est derrière nous, en termes de... Donc c'est un effet de communication assez symbolique. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour continuer ce mouvement, pour amplifier ce mouvement, et nous continuons. La FNSEA, c'est le syndicat de toutes les agricultures et de tous les agriculteurs. Mais derrière cette unité de façade, c'est l'énième crise d'un monde paysan toujours plus réduit et plus inégalitaire, asphyxié par un modèle basé sur le productivisme et la compétition. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne, Roumanie, depuis des mois, les agriculteurs se lèvent partout contre les directives européennes, jugées contradictoires et injustes, mais aussi pour un revenu décent. En France, c'est dans la région de Toulouse que le mouvement a pris une autre tournure. Chaque fois, on dit vous entendez. Et bien maintenant, moi, j'en ai plus. Alors, à partir de jeudi, ceux qui ont des couilles le jeudi, d'accord? Ceux qui ont la fierté de faire ce métier, à partir de jeudi, on va bloquer l'autoroute. Et on va voir qui c'est qui en a le mal. Ici, près de Montauban, l'autoroute est restée bloquée 10 jours. Et ici aussi, le syndicat a pris la main et gère la situation. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est grâce à vous et grâce à... Alors ce coup-ci, René Weiss est représentant syndical FDSEA depuis 1988. Aujourd'hui, depuis lundi dernier, depuis lundi qu'on s'est installé, voilà, notre campement s'est mis sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que par rapport aux attentes du gouvernement qui ne sont pas du tout ce que je souhaitais, enfin qu'on souhaite tous les agriculteurs, pardon. Aujourd'hui, on ne bougera pas de notre camp tant qu'on n'aura pas des résultats écrits, signés par M. Attal et le ministre de l'Agriculture. Les mesures les plus importantes pour nous, c'est sur l'irrigation, les volumes d'eau, il y a les charges sociales et le GNR. Le GNR, ou gazole non routier, était au cœur du mouvement. Jusqu'ici, les agriculteurs bénéficiaient d'une défiscalisation sur l'achat du carburant pour leurs engins. Mais en septembre dernier, le gouvernement annonce la suppression progressive de cette niche fiscale dans une optique de décarbonation. En 2023, elle représentait 1,7 milliard d'euros. Oui, je confirme que nous supprimerons la niche fiscale sur le gazole non routier. Ça fait des mois que nous discutons avec nos amis agriculteurs, que nous discutons avec les entreprises des travaux publics pour trouver un accord. Il ne faut pas procéder par brutalité. Il faut construire des accords avec les professions concernées. Faire basculer notre fiscalité d'une fiscalité brune, c'est une fiscalité qui incite à consommer des énergies fossiles, donc c'est mauvais pour le climat, à une fiscalité qui valorise les investissements verts. Et c'est bien la FNSEA qui avait alors négocié avec l'État sur le dossier. Le 10 janvier 2024, lors de ses vœux à la presse, le président Arnaud Rousseau se félicite même d'avoir évité une révolte. On a eu ce mouvement important en Allemagne. De ce point de vue-là, on ne peut pas comparer avec la France parce que j'ai la faiblesse de penser qu'en tous les cas, la discussion ou le dialogue mis en place par le gouvernement a permis d'éviter ce type d'écueil. C'est toute l'ambiguïté de la FNSEA, une organisation patronale qui se place comme porte-voix de la colère paysanne, mais qui est aussi le co-gérant des politiques agricoles en étroite collaboration avec le pouvoir politique. Édouard Lynch est historien, spécialiste des mobilisations paysannes. La FNSEA, elle incarne ce modèle de développement agricole qu'elle a porté, qu'elle a co-géré avec les gouvernements successifs. La profession, et donc la FNSEA, est associée à une multitude d'organismes paritaires, donc État, administration et agriculteurs, qui financent, qui accompagnent, qui co-gèrent l'agriculture. Et le pouvoir de la FNSEA, il est là en fait. Il est dans ce pôle relais. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde agricole est organisé dans un cadre vichiste, la corporation paysanne. Cet organisme,
créé par le maréchal Pétain en 1940, défend l'unité paysanne dans une grande organisation corporatiste unique. Le régime de Vichy prône alors la paysannerie comme pilier de sa révolution nationale. Paysans français, je vous fais confiance et je compte sur votre dévouement pour m'aider à relever la France et la sauver de la famine. C'est pourquoi il faut que le paysan soit hautement honoré, car il constitue, avec le soldat, des garanties essentielles de l'existence et de la sauvegarde du pays. À la Libération, la gauche veut proposer une alternative au modèle vichiste avec la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture. C'est la version légale d'un réseau résistant clandestin, principalement animé par des socialistes et des communistes. La gauche va essayer d'inventer une autre unité. Alors manque de Pol, ça marche pas du tout, parce que les socialistes et les communistes restent, à la différence de Vichy, des gens attachés à la démocratie, donc on fait voter. Mais on fait voter les paysans, et évidemment, manque de peau, les paysans réélisent en gros dans les départements les cadres du syndicalisme d'avant, en partie tous ceux qui avaient suivi la corporation paysanne et qui avaient suivi Vichy. Donc en fait, ça change rien. Mais du coup, ça va constituer cette fédération unitaire qui progressivement va vider en fait la CGA de sa consistance. La CGA va ne plus servir à rien et la FNSEA va devenir l'interlocuteur privilégié dans les années 1960. Ça a été toute l'habileté d'une partie de l'état-major gaulliste, et notamment d'un homme dont on cite souvent le nom, d'Edgar Pisani, de renouer finalement l'alliance avec la FNSEA, et notamment au sein de la FNSEA, avec ces jeunes agriculteurs qui étaient partis, qui justement voulaient bousculer cette agriculture traditionnelle, hiérarchique, peu productive, pour jouer le jeu de la modernisation. Et là, l'alliance objective va se faire, et elle va être le levier de la construction de cette alliance entre la FNSEA, à partir du milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui, entre la FNSEA et les gouvernements conservateurs. À partir des années 60, c'est donc la FNSEA qui est largement à la manœuvre pour moderniser et optimiser l'agriculture. En 1968, Michel Debatisse, alors secrétaire général du syndicat, avant d'en devenir le président, déclare : Les 2/3 des entreprises agricoles n'ont pas, en termes économiques, de raison d'être. Nous sommes d'accord pour réduire le nombre d'agriculteurs. Aujourd'hui, la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, revendique 212 000 adhérents, contre 10 000 pour la Confédération paysanne et 15 000 pour la coordination rurale. Avec sa branche jeunesse, les jeunes agriculteurs, elle dirige 86 des 94 chambres d'agriculture et comptabilise plus de 55% des voix aux dernières élections professionnelles. Malgré cette assise solide, l'hégémonie de la FNSEA s'effrite. L'abstention grimpe chez les agriculteurs et de nombreux manifestants s'affichent désormais sans étiquette sur les blocages. La Confédération paysanne et la coordination rurale, syndicats dissidents, font aussi entendre leur voix. Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles à préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles à préfecture, quoi qu'il en coûte. On a très bien vu comment la FNSEA, au départ, n'était pas forcément dans le mouvement. Il y a sans doute une forme de débordement, en tout cas de poussée de revendication à sa base qu'elle n'a pas forcément encouragée. Mais à partir du moment où la mobilisation a pris de l'ampleur, il a fallu qu'elle la contrôle. Arnaud Rousseau, grand céréalier, ancien courtier, patron de l'agro-industrie, est ce qu'on pourrait appeler un agriculteur en col blanc. Maire de son village depuis 2014, vice-président de la communauté de communes des Pays de l'Ourcq, il est aussi vice-président du puissant lobby de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, la FOP. Il est surtout président du conseil d'administration d'Avril, un groupe agro-industriel qui affiche 9 milliards de chiffre d'affaires pour 2022. Ce mastodonte, Emmanuel Macron le connaît bien. Alors qu'il est banquier d'affaires chez Rothschild, il conseille le groupe pour le juteux rachat de la marque Le Sieur Cristal, comme l'a révélé le journaliste Marc Andevelde. En mai 2023, le président de la République est même intervenu en vidéo à la soirée d'anniversaire du groupe Avril. Avril est partout. Citons les huiles Le Sieur et Puget, l'alimentation animale avec Sanders, numéro 1 du marché en France, les carburants avec Diester, champion européen du biodiesel, les OGM avec Inolea.
Ce profil d'entrepreneur cumulard renoue avec la ligne de l'emblématique Xavier Belin, qui était comme lui à la fois patron d'Avril, de la FOP et de la FNSEA. Monsieur Rousseau, qui préside la FNSEA, est l'exemple parfait d'un monde agricole très riche. Il est même président d'une entreprise de l'agro-industrie qui est prospère. Il possède 700 hectares, il touche 170 000 euros de subventions de la PAC chaque année. Bon, c'est des chiffres qui ont circulé et il est effectivement représentatif d'une élite, absolument, qui tient le système. On peut parler de presque un coup de force quand même qui a été mené par le monde agricole, initialement par les petits, par ceux qui sont vraiment dans des difficultés énormes, et puis qui s'est généralisé avec un mélange des genres, on l'a vu quand même compliqué à analyser. Là où on peut s'étonner, c'est pourquoi les éleveurs restent solidaires de la FNSEA. Une explication à cela, c'est que la FNSEA est aujourd'hui le co-gestionnaire du ministère de l'Agriculture. Donc, sans la FNSEA, pas de pouvoir dans les négociations. On le voit bien, la Confédération paysanne n'a pas de pouvoir de négociation. On l'invite par politesse, mais je veux dire, c'est tout. Et au final, c'est la FNSEA qui négocie et qui obtient un certain nombre de choses, que la Confédération paysanne a critiqué. Mais quand la FNSEA sonne la fin de la récré, eh bien effectivement, les tracteurs repartent. Le système se rétablit. Loin de ces élites qui dominent le secteur, le monde agricole est divers, inégal, travaillé par des intérêts parfois contraires. On est vraiment face à une mosaïque de situations qui rend extrêmement difficile et d'une certaine façon très fictive le fait de parler des agriculteurs, des paysans, voilà, parce que finalement ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. 25% des agriculteurs qui ont des revenus au-dessus de 100 000 euros par an. Et puis, on a 25% des agriculteurs qui gagnent moins de 30 000 euros par an. Donc, on a de fortes inégalités qui sont très dépendantes des activités. Les céréaliers vont globalement bien gagner leur vie. Et puis, les éleveurs vont globalement, à l'exception des éleveurs de porc, vont plutôt avoir des difficultés importantes dans leur activité. L'État soigne sa proximité avec l'organisation majoritaire pour maintenir cette illusion d'unité et une certaine paix sociale. Même les gros et les petits, ils ont en dernier recours la nécessité, ou en tout cas le sentiment qu'il faut rester soudé. Il y a une forme d'instrumentalisation politique. Appeler à l'unité des petits et des gros, ça permet de continuer aux gros d'exploiter les petits. Je fais simple, c'est un peu caricatural, mais il y a de ça. Une proximité avec le pouvoir qui explique aussi l'étonnante bienveillance de l'exécutif face aux protestations. Est-ce qu'ils souffrent ? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. L'exécutif a qualifié le mouvement dans des termes extrêmement positifs. Il a parlé des agriculteurs comme des patriotes. Et ce caractère très positif contraste avec les qualifications qui ont pu être données à d'autres actions. On pense encore aux opérations des écologistes à Sainte-Soline, où là, les termes qui étaient utilisés étaient beaucoup moins flatteurs. Il ne faut pas avoir peur des mots. Vous savez, les gens qui attaquent des gendarmes avec des cocktails Molotov, qui planifient leurs attaques. Je pense que les images qui ont été diffusées, notamment sur votre chaîne, ne font pas d'ombre un seul instant au fait que c'était évidemment une attaque d'une extrême violence, qui par la terreur veulent empêcher les agriculteurs de vivre du fruit de leur travail. J'essaye de nommer la réalité des choses, et il y a eu effectivement un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme. Les mutilations, le coma, les blessures très graves, en fait, ça valait le coup. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la position du ministre. Par contre, là, face aux agriculteurs, en fait, ça valait pas le coup. Blesser très gravement un agriculteur, ça valait pas le coup. Donc ça, c'est vraiment une appréciation de l'ordre et du désordre qui repose pas sur des considérations médicales, pas sur des considérations juridiques, mais sur des considérations politiques. Quelle est la valeur du désordre pour le maintien du gouvernement ?
Moi, j'ai confiance dans les agriculteurs. Je sais que leur métier est un métier difficile, essentiel pour les Français. Et si jamais ils respectent, et je sais qu'ils le font parce que ce sont des patriotes, les règles de la République, il n'y a aucune raison que la police ou la gendarmerie interviennent. Finalement, le gouvernement et les grandes organisations agricoles sont d'accord sur le modèle. C'est-à-dire que les écologistes qui protestent contre les grandes bassines, ils protestent contre le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui. Alors que la FNSEA et le gouvernement, ils sont d'accord finalement pour dire que le modèle productiviste, il est peut-être pas parfait, mais c'est le seul qu'on ait. C'est un agro-business puissant qui fait que la France est un acteur international important. Et donc, il y a finalement pas de désaccord fondamental sur l'ordre agricultural de la France. Les politistes appellent ça un cadrage, c'est une façon de déterminer les événements qu'on a en face de soi. On a très clairement ce discours qui légitime la colère paysanne parce que les paysans sont les hommes du pays. Voilà, le paysan, pour reprendre des écrivains des années 30, pour prendre Ramu ou Giono, voilà, le paysan, c'est l'homme premier. Voilà, c'est celui sur lequel repose l'identité de la nation, c'est le paysan nourricier. Je vous rappelle qu'il y a eu la guerre de 14, c'est le paysan soldat, le soldat laboureur. Donc, ce sont des figures qui sont structurantes dans l'identité politique et qui ne disparaissent pas. Malgré la diminution très forte du nombre d'agriculteurs. Et ça, on le voit très très bien aussi dans la question des rapports à la police. Parce que les agriculteurs ont ce paradoxe, et on l'a vu aussi, je pense, sur les barricades, ils se présentent à la fois comme des hommes d'ordre. C'est pas comme les ouvriers. Les ouvriers sont des révolutionnaires. Eux sont des dangers pour l'ordre social. Les paysans se disent, nous, on proteste, mais on est légitime et on aime l'ordre. Et donc il y a cette tension entre le désordre, mais par des hommes d'ordre. Il faut avoir le moyen de sa politique. C'est-à-dire qu'à Sainte-Soline, vous avez une marche, et là, la gendarmerie déployée, elle va tirer 4000 ou 5000 grenades en 2 heures, donc la plus forte densité de grenades tirées, je crois, dans l'histoire de la Ve République. Et contre une partie de la population dont on pense qu'ils ne sont pas les plus fervents électeurs, on va dire, macronistes. Donc, on est dans une situation où on va déployer beaucoup de force contre des personnes qui sont, de toute façon, des opposants. Là, on est dans une situation différente. Le vote des agriculteurs est un vote traditionnellement de droite, de centre-droit, maintenant avec une partie qui se tourne vers le Rassemblement national. Et donc, là, le gouvernement veut envoyer un certain nombre de signaux positifs à des personnes qui font partie de son électorat potentiel. Donc, on a un certain nombre de raisons qui sont des raisons tactiques. On a aussi un groupe qui est très organisé, en tout cas plus organisé que beaucoup d'autres groupes protestataires, et qui est capable de se déployer à l'échelle nationale. Donc ça, c'est quand même un gros casse-tête pour les pouvoirs publics. Et donc, le gouvernement estime aussi les effets, il anticipe les effets positifs et négatifs du déploiement de force. Il dit, voilà, si je vais à la confrontation, je vais probablement durcir la situation, peut-être aller vers un blocage des raffineries, des points de distribution d'essence, des grandes autoroutes, et il va falloir gérer ça à l'échelle nationale. Donc le gouvernement, il établit le pour et le contre, et voilà, et il arrive à la conclusion que c'est pas une bonne idée. Adrien a 32 ans. Très présent sur les manifestations, cet arboriculteur qui vit seul sur son exploitation de 12 hectares est adhérent à la FDSEA locale. Moi j'ai 12 hectares de vergers de plantés, donc 2,5 de cerises, 2 de pommiers mais que je vais arracher très prochainement. Et après j'ai un peu plus de 7 hectares de pruniers, de domestiques et américano-japonaises. C'est à quelle destination ? Moi je vends tout en gros, parce que comme je suis seul sur la propriété, je ne conditionne pas rien et je vends exclusivement à d'autres producteurs qui eux conditionnent et commercialisent les fruits. Pour le moment, j'ai pas des revenus très énormes, mais bon,
On vit à l'économie, on vit avec bien moins que beaucoup de gens en ville, des citadins. On fait avec ce qu'on a. Sur 2023, je me suis pris 3 000 € pour l'année. Donc du coup, voilà où je vis, dans un mobil-home. Parce que depuis pas mal d'années, j'ai comme projet de rénover ce bâtiment agricole, d'en faire ma maison. Mais manque d'argent, et à défaut, je vis dans un mobil-home. Parce que j'ai pas les moyens même je n'aurais pas les moyens de me payer un loyer ou d'avoir un appartement en ville. Et puis bon, un appartement en ville, c'est absolument pas possible pour moi. Je suis obligé d'être présent toute l'année sur l'exploitation. Donc j'ai fait le choix de me prendre un petit mobil-home. Une réalité bien différente des cadres de la Fédé, dont les salaires peuvent approcher les 10 000 € mensuels, comme le révélait Mediapart en 2020. Le problème en France, c'est qu'on veut laver plus blanc que blanc. On a des normes européennes, mais on veut en faire plus. Et le problème, c'est qu'on se retrouve sur les mêmes marchés, on a les mêmes clients, mais pas du tout les mêmes contraintes de production. Et donc on a même des solutions, bientôt on aura des problèmes où bientôt on n'aura plus de solutions en face. Des impasses, clairement, parce qu'on nous enlève petit à petit, tous les ans, on nous enlève des produits, sans regarder si techniquement c'est possible. Qu'on peut s'en passer. Moi, il n'y a pas de souci, je suis totalement pour l'interdiction de certaines molécules si elles sont dangereuses pour le consommateur ou dangereuses pour l'environnement. Mais il ne faut pas nous retirer tout comme ça du jour au lendemain et nous laisser dans des impasses. Parce que bon, un verger, c'est des investissements lourds. On fait un crédit sur 15 ans. On fait un crédit sur 15 ans pour justement étaler, parce que les premières années, il faut irriguer, il faut quand même traiter, il faut mettre de l'engrais, il faut tailler, former les arbres, mais on n'a rien qui rentre. Et il faut pouvoir tenir le coup quelques années, le temps que ça rentre en production. Le problème, c'est que bon, on juge qu'il y a des produits qui sont nocifs pour l'environnement, nocifs pour le consommateur, mais on laisse rentrer des produits qui sont traités avec des produits phytosanitaires interdits depuis très longtemps en France, et on se demande où est la protection du consommateur français. Et au final, on en revient toujours au même bilan, hein. C'est toujours une histoire d'argent. C'est toujours les enjeux économiques qui passent avant la santé des Français. Reprenons. Depuis plus de 60 ans, l'État et la FNSEA avancent main dans la main. Mais pour quelle politique agricole ? Après-guerre, l'enjeu est d'atteindre la souveraineté alimentaire. Autrement dit, on demande aux paysans de produire plus, avec la mission de nourrir la France. Nous devons faire de notre agriculture un élément moderne et équilibré de l'activité nationale. Pour encourager cette production de volumes importants, la communauté européenne fixe des prix garantis. C'est le début de la PAC, la politique agricole commune. À l'origine, la politique agricole commune, elle avait pour principale fonction de garantir une souveraineté alimentaire pour l'Europe, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, et notamment leurs revenus. Et la France est le premier bénéficiaire de ces aides. Ceux qui en touchent le plus, ce sont ceux qui ont les plus grandes surfaces, parce que les subventions à l'agriculture sont en premier lieu indexées sur les surfaces agricoles. Ce modèle-là, il va un petit peu se transformer à partir des années 90, à la fois parce que le système montre ses limites, et notamment parce que, je dirais, la politique agricole commune a réussi, c'est-à-dire que les productions européennes se sont très fortement développées. Du coup, on arrive à des situations d'encombrement des marchés, les fameux stocks de beurre, le stock de poudre de lait des années 80. En 20 ans, on est passé de la pénurie à la surproduction. La France est certes devenue une grande puissance agricole exportatrice, mais bientôt les marchés croulent sous les excédents. Les institutions européennes ne savent plus où stocker les tonnes de lait en poudre qui s'accumulent dans les entrepôts. Dans les années 1990, on infléchit alors la PAC sur un mode libre-échangiste, tourné vers le commerce international et la compétitivité. La France est effectivement une très grande puissance agricole du point de vue du commerce international. C'est le 6e pays exportateur au monde.
Ce qui fait entrer en jeu des logiques de concurrence que les agriculteurs dans des pays où il y a effectivement plus de normes que d'autres, à avoir un sentiment de non-capacité à agir sur ces dynamiques, mais en plus à être un petit peu les dindons de la farce, quoi. Donc là, on peut tout à fait comprendre en France que les agriculteurs ne soient plus d'accord avec ces règles, en fait. Alors, c'est là que c'est très compliqué, c'est que certains, entre guillemets, en France, bénéficient de ces règles. D'autres en pâtissent. Pendant la crise, on a parlé des agriculteurs, mais on n'a pas vraiment parlé des agriculteurs qui bénéficient de rentes de situation dans notre pays grâce au système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Tout ce que l'on produit, on l'exporte. Donc à la fin, on se retrouve à importer 75% de nos besoins en blé dur, alors qu'on en a produit très largement au-delà de ce dont on avait besoin. Donc là, on est effectivement dans un système où le commerce international, quand même, interroge. Cette agriculture mécanisée et dopée aux engrais chimiques enferme les agriculteurs dans une fuite en avant constante, obligés de continuellement s'endetter pour se moderniser toujours plus. Lorsqu'on octroie des prêts à des agriculteurs pour qu'ils augmentent leur surface, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une injonction à augmenter en surface ou augmenter en taille de cheptel, de manière à toujours aller gratter la petite marge qui va nous permettre de survivre, eh bien, cette augmentation de taille, elle nécessite de faire des emprunts parce qu'il faut investir en permanence dans son capital. Et ça, c'est un des éléments clés qui explique sans doute la crise aujourd'hui, c'est que les agriculteurs sont notoirement très endettés et toute variation du prix sur les marchés internationaux ou tout épisodie ou tout problème politique qui affecte le prix de vente de leurs produits les met en péril très rapidement. Les traités de libre-échange continuent d'être signés. En novembre dernier, c'est avec la Nouvelle-Zélande que l'Europe a passé un nouvel accord. L'Union européenne a scellé ce dimanche un accord commercial ambitieux avec la Nouvelle-Zélande, partenaire clé dans la région Indo-Pacifique. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre néo-zélandais ont souligné les liens culturels de longue date et les valeurs partagées entre les deux entités. Les exportations de l'UE vers l'archipel du Pacifique pourraient augmenter d'un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros par an. Le 2 février, une heure seulement après une deuxième série d'annonces gouvernementales, les centrales JA et FNSEA appellent à la levée des blocages. Nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Ce que je trouve assez choquant quand même, c'est comment à un moment donné les journalistes se retrouvent à suivre le mouvement benoîtement, à considérer du jour au lendemain que effectivement la FNSEA parle bien au nom des agriculteurs et là on voit des reportages dans des exploitations de tout type pour expliquer comment c'est difficile, etc., sans aucune nuance, sans aucune explication. C'était peut-être une opportunité quand même de faire découvrir aux Français la diversité des modes d'agriculture, la détresse de certains, mais aussi l'enrichissement d'autres. C'est pas ce qui a été fait, c'est mon sentiment en tout cas. Et quand la FNSEA effectivement a signé la fin de la récré et que tout le monde est reparti et que les petits quand même, en tout cas certains petits ont voulu rester pour dire oui mais non c'était pas ça qu'on voulait nous, eh bien là les journalistes se sont pas spécialement intéressés à eux et l'exécutif non plus, mais ça c'était relativement attendu. Et donc à la fin c'est effectivement en conclusion rien ne change. Mais certains continuent de se mobiliser. Thierry Bonamour, maraîcher savoyard, et porte-parole à la Confédération paysanne. Là, effectivement, on est sur un très très gros péage. C'est 100 000 véhicules jour et on est sur la plus grosse zone de logistique de France. Donc cette zone-là, elle est vraiment symptomatique du mondialisme des traités de libre-échange. C'est aussi pour ça qu'on est là. Donc aujourd'hui, on a vu que la FNSEA, elle a levé des barrages. Mais parmi les gens qui ont levé les barrages, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Okay. Et bien ces mécontents-là, ils peuvent regarder vers la Confédération paysanne. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on revendique? Voilà, on n'a pas levé les barrages sur ordre, on a levé les barrages parce qu'on avait une menace d'expulsion. Et comme il y a beaucoup de matériel en jeu et que globalement on a rempli les objectifs de notre action, on s'en va. Nous, on avait déclaré une manifestation pour occuper le lieu jusqu'à lundi midi.
Hier, ils sont arrivés, ils ont commencé à nous mettre la pression en interdisant d'entrer, en faisant des contrôles d'identité, en mettant la pression sur les tracteurs qui sont présents. Voilà, du coup, on a écarté les tracteurs et une fois qu'ils ont écarté les tracteurs, voilà, ils sont arrivés ce matin en disant maintenant qu'il n'y a plus les tracteurs, c'est plus sûr pour intervenir. Donc voilà, nous on a réclamé une autorisation officielle puisqu'on a l'autorisation de manifester. En fait, pour nous déloger, il faudrait un document du procureur. Aujourd'hui, ils sont venus, j'ai demandé le document du procureur, il a dit non, il n'y a pas de document, cassez-vous. Ok. Donc nous, notre règle de départ, c'était 0 confrontation avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine, voire plus, à nous encercler. On met les voiles calmement, dans le calme, tout le monde est serein parce que les objectifs de l'action ont été atteints. Hélène Delmas, éleveuse, est elle aussi porte-parole à la Confédération paysanne. Après une expérience de salariée dans l'agro-industrie, elle a repris une partie des terres de son père, qui était céréalier. Il faut imaginer que avant que je m'installe, donc en 2016, ici, c'était que des céréales. Donc on a créé les chemins d'accès, on a créé les parcours, on a créé donc tous les grillages, on a monté les cabanes et on a replanté beaucoup de haies et d'arbres fruitiers. Elle élève ici, avec son conjoint, des volailles et des brebis en bio, avec un soin particulier pour le bien-être animal et un modèle autonome. Nous, on a 130 hectares aujourd'hui, 30 hectares d'herbe, 100 hectares de culture. Ça nous permet d'être autonome à 100% sur l'alimentation. On produit même nos protéines. Donc le soja, on le produit, on le toste. Toaster, c'est griller, parce que le soja ne peut pas être consommé comme ça. Et on le donne à nos volailles. Donc on est autonome sur toute la partie production. Donc je tape pour les prévenir. Il y a un intrus qui va arriver. Donc là, vous allez voir des petits poussins qui sont arrivés mardi dernier, qui ont une semaine. La cabane, elle fait 60 mètres carrés. On est sur une aire paillée. Il n'y a pas de béton. Donc ces poussins, c'est des coups nus. Ils ont une semaine aujourd'hui, une pintade et un poussin. Alors la pintade, ce qui est drôle, c'est que quand je me suis installée, on m'a dit « mais t'es pas folle, la pintade en bio, tu n'y arrives pas sans antibiotiques ». Nous, aujourd'hui, bien évidemment, pas de vaccin, pas d'antibiotiques. Alors il y a la crise de la grippe aviaire. Aujourd'hui, les canards, depuis septembre 2023, doivent tous être vaccinés contre la grippe aviaire. Vaccin ARN qu'on dénonce, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des cas de grippe aviaire sur des dindes en bâtiment vaccinés. Donc qu'on ne me dise pas que le vaccin, ce soit la solution. Ils nous interdisent aussi, 6 mois de l'année, depuis 3 ans, d'élever les volailles dehors. Donc on est obligé de confiner les volailles. Et ça, nous on ne le fait pas, on ne souhaite pas le faire. On ne respecte pas cette loi-là, on ne respecte pas la loi. Parce que j'estime que d'une part, ça ne répond en rien à la problématique de la grippe aviaire. Et je ne veux pas mentir à mes consommateurs. C'est-à-dire que si j'estampille mes volailles plein air bio, il faut qu'elles soient dehors. Sinon, c'est plus du plein air, c'est plus du bio. La même chose pour les œufs. Alors aujourd'hui, les œufs sont estampillés plein air ou bio, mais normalement, les poules sont confinées dedans. Et ça, c'est une vraie tromperie. Le poulet standard, qu'on peut trouver en grande surface, dans les restaurants, au McDo, etc., à 40 jours. Ce qu'on appelle le poulet standard. Je vais vous laisser deviner et voir par vous-même la taille d'un poulet standard de 40 jours dans un élevage fermier. Vous les avez là. Et bien évidemment, ils sont loin d'être prêts. Donc là, 3 mois, ils pourraient être concrètement labellisés bio pour pouvoir les commercialiser. Mais pour nous, ces poulets-là, ils ne sont pas encore finis, puisqu'on attend 1 mois de plus. Mais voilà, ils ont 81 jours, donc ils rentrent dans le cahier des charges. Le bien-être animal fait qu'on a des volailles qui vivent paisiblement leur vie. Donc après, on peut être favorable ou non à la consommation de viande, ça c'est un autre débat. Mais au moins, moi je sais que les animaux que j'élève, ils ont bien vécu. Le parcours, il fait 2500 mètres carrés. Voilà, ça permet aux poulets de bien gambader, ils sont la plupart du temps dehors. On a installé aussi des perchoirs et vous voyez, il y a toujours une haie aussi qui est en train de pousser, qu'on a dû planter il y a 4 ans. Et ils aiment bien se dorer au soleil. Vous voyez, regardez, ils jouent, ils se pourchassent. La politique, de toute façon, aujourd'hui, elle est menée qu'en faveur de l'agriculture industrielle productiviste qui détruit l'environnement. Si on n'a pas une vraie volonté politique, ce que j'appellerais un plan Marshall de l'agriculture, avec une vraie bifurcation écologique et économique pour les agriculteurs, on ne s'en sortira pas, on ira droit au mur, on ira vers une agriculture
américaine, c'est-à-dire avec des grosses fermes de milliers d'hectares qui appartiennent à des financiers, puisqu'il n'y aura plus que eux qui pourront investir dans des capitaux, parce qu'en fait le foncier aussi c'est le nerf de la guerre. Sans foncier on ne peut pas installer de paysans. Donc c'est tout le système global à revoir. Est-ce qu'on veut encore des paysans nombreux sur le territoire? On était plus d'1 million il y a 30 ans, à aujourd'hui on est 400 000. Il y a un agriculteur sur 2 qui va prendre la retraite dans moins de 5 ans, donc on tomberait à 200 000. Comment on fait? Avec les élections européennes en ligne de mire, les enjeux agricoles sont plus politiques que jamais. J'ai quand même le sentiment qu'on est dans un moment où le rapport de force c'est très largement inversé, hein. C'est-à-dire que les espoirs ou en tout cas les décisions stratégiques en matière environnementale vont avoir beaucoup de mal à passer, parce que dans tous les pays d'Europe, vous avez ces formes d'opposition ou tout au moins de réaction à ces politiques de verdissement du côté agricole. Vous avez partout la pression de l'extrême droite. La plupart des pays sont sous pression, hein, des gouvernements. Donc, je veux dire, ils ne vont pas, brandir l'étendard de la révolution écologique, alors que leurs adversaires néoconservateurs et conservateurs surfent sur ces politiques-là. Merci d'être en direct avec nous, tête de liste pour les élections européennes du parti Reconquête. Vous êtes à Bruxelles parce que tout ça, c'est la faute de l'Europe? C'est aussi simple que ça, aussi caricatural que ça? Non, mais c'est aussi la faute de l'Europe, et parmi d'ailleurs la colère légitime qu'expriment les agriculteurs, il y a notamment cette opposition au fameux pacte vert, qui est, pour faire simple, un tsunami réglementaire qui va s'abattre sur l'agriculture française. Le mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture. Pour la FNSEA, avec des élections professionnelles qui se profilent dans 6 mois, il est évident qu'il fallait qu'ils apparaissent comme les vainqueurs. C'est-à-dire qu'il fallait montrer que le gouvernement n'avait pas cédé à la coordination rurale, le gouvernement avait cédé à la FNSEA. D'où cette capacité, enfin cette nécessité de se projeter sur le devant de la scène, sur les plateaux de télé, pour dire voilà, c'est nous qui maîtrisons. Ils ont peut-être aussi profité, je dirais, de ce moment de faiblesse du gouvernement, pas un gouvernement qui vient d'être mis en place, des élections européennes dans quelques mois, une majorité qui n'en est pas une. Voilà, donc c'est un bon moment pour mettre un petit coup de pression sur le gouvernement. Le salon, c'est aussi une tribune, un passage indispensable pour les politiques, à commencer par les présidents. Ils y sont tous passés, ou presque. J'ajouterais, on a tendance à l'oublier, qu'il y a aussi le salon de l'agriculture dans quelques semaines, et il est fondamental pour les autorités politiques de pouvoir faire un bon salon, que le président de la République puisse déambuler au milieu des vaches, des fromages et autres réjouissances dans la joie et la bonne humeur. Dans les jours qui précèdent l'ouverture de ce rendez-vous annuel, les syndicats maintiennent la pression. Au moment où je vous parle, moi depuis 10 jours, je n'ai pas vu le ministre de l'Agriculture, je n'ai pas vu le Premier ministre, et je le redis, on n'est pas dans le bon tempo. Vous savez, on a dit le salon de l'agriculture, ça doit être un moment finalement où on accueille l'ensemble du public pour parler de notre métier. Et nous, les annonces, on les veut avant le salon de l'agriculture. Arnaud Rousseau, vous avez dit dimanche soir, s'il n'y a pas de mesures concrètes d'ici au salon de l'agriculture, les actions reprendront. C'est du bluff ou c'est vraiment le cas ? Non, ça n'est pas du bluff. On est maintenant, vous l'avez dit, à 9 jours du salon. Clairement, on va monter en puissance tout au long de la semaine pour arriver à un point d'orgue peut-être au niveau du salon de l'agriculture. Mais sans changement politique radical, difficile d'imaginer une véritable sortie de crise. C'est ça qui est assez terrible quand on regarde la crise agricole, c'est que c'est une crise chasse-l'autre, quoi. C'est-à-dire, d'une part, entre filières, hein, c'est, comme je le disais tout à l'heure, quand c'est pas la crise dans l'élevage, c'est la crise dans les viticultures. D'ailleurs, la viticulture connaît une crise aussi. Et après, ce sera chez les betteraviers. Enfin, bref. Mais c'est aussi des crises de différentes natures. Voilà, crise associée à l'augmentation des événements extrêmes liés au réchauffement climatique, une crise liée à la régulation de la qualité de l'eau. À un moment donné, évidemment, c'est quelque chose que les agriculteurs peuvent vivre difficilement, mais la situation est tellement catastrophique aujourd'hui sur l'eau que là aussi, c'est une crise systémique. Tout est au bord d'un précipice. Hein. La métaphore est un petit peu forte sans doute, mais quand même, on est au bout d'un système. Adèle Planchard participe au mouvement des soulèvements de la terre. Avec d'autres, ils ont signé une tribune refusant l'opposition entre les mobilisations agricoles
et écologiste. La base de la constitution des soulèvements de la terre, c'est un mouvement paysan. Notamment c'est un mouvement qui lutte contre le complexe agro-industriel, donc pour des meilleures conditions de travail pour les agriculteurs et les agricultrices. La population des paysannes s'est réduite drastiquement. Dans les années 80, il y avait encore 1 million de paysans. Aujourd'hui, la Confédération paysanne, elle demande, et on la suit là-dessus, qu'il y ait de nouveau 1 million de paysans. Et c'est ça qui permettrait d'avoir un grand nombre de fermes en polyculture élevage, de l'agroécologie, mais adaptée à chaque territoire, pas depuis des lois qui sont imposées d'en haut. En même temps, on voit très bien toutes les difficultés aujourd'hui qu'il y a à se réinstaller en agriculture. Il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'à la fois, vous avez plein de candidats à l'installation qui ne trouvent pas de fermes adaptées, puisque les fermes sont trop grosses, sont très difficiles à reprendre. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut remembrer, donc refaire des haies, recalibrer les parcelles, transformer les outils de production pour qu'ils soient de nouveau utilisables pour des fermes avec plus de travailleurs et travailleuses sur chaque ferme. Et en même temps, vous avez des fermes qui ne trouvent pas de porteurs de projets pour les mêmes raisons. Sans doute que cette question de la reprise des terres, cette question de la transmission du foncier, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est, je crois, 40 ou 50% des exploitants qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Donc ça va poser effectivement des questions importantes en termes de succession d'exploitation. Donc oui, il y a sans doute un vertige de la disparition qui est un facteur d'inquiétude pour les agriculteurs. On a encore du mal à se représenter les coûts sanitaires que vont avoir les pesticides. On sait aujourd'hui que le cancer de la prostate, les lymphomes, Parkinson, sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes chez les agriculteurs qui ont été exposés à des pesticides de synthèse que dans le reste de la population. Ça a un coût sanitaire, de prise en charge par la sécurité sociale de ces maladies, évident. À cela s'ajoute le coût de traitement de l'eau, et derrière, en fait, c'est tout ce qu'on ne connaît pas encore qui fait un peu peur. Pour répondre à la crise agricole, le gouvernement a notamment annoncé la suspension du plan Ecophyto, qui devait réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Sur le plan Ecophyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre... Une mesure court-termiste qui ne répond pas aux questions de fond posées par le mouvement. Moi, je voudrais revenir sur le fait que les agriculteurs et les agricultrices, ils n'utilisent pas les pesticides par plaisir. Et en fait, c'est un facteur de compétitivité. C'est un système économique qui nous a enfermés là-dedans. C'est pas une responsabilité individuelle. Il faut bien voir ça. On a accompagné par des politiques publiques cette agriculture-là. Si on veut qu'elle fasse autre chose aujourd'hui, il faut qu'on l'accompagne aussi par une volonté politique importante. La mise en arrêt de la loi Ecophyto, c'était même pas demandé en fait par les gens sur les blocages. Il y avait toute une question autour des revenus qui semblait un peu cruciale. En gros, on produit, on bosse comme des malades, on gagne rien. Le point nodal qui nous rassemble toutes et tous, c'est de lutter contre le complexe agro-industriel, Et qu'aujourd'hui, ces 2 dernières semaines, il y avait tout un tas de gens qui étaient dehors, qui luttaient exactement contre la même chose. Alors bien sûr qu'on ne va pas être d'accord sur certains points, sur certaines conséquences, mais en tout cas, la FNSEA apparaît aujourd'hui comme un syndicat qui est un petit peu hors sol, qui a participé depuis les années 50-60 à la disparition de la paysannerie et qui aujourd'hui réutilise le terme de paysan un peu en le volant, on a l'impression, puisque ils ont une politique qui va à l'encontre de la sauvegarde de ce métier. La transition, c'est quelque chose de certain, nécessite de désintensifier et donc de remettre du travail. Ça veut dire qu'il faut accepter de créer de l'emploi. Bon, alors c'est presque un gros mot aujourd'hui, tellement on est obsédé par la productivité. Créer de l'emploi, c'est réduire la productivité. Mais enfin, là aussi, c'est une question, je dirais, presque sociétale. Est-ce qu'on veut remettre des travailleurs dans les zones rurales? Sous quelle forme? Parce qu'il n'est pas dit que, par contre, certaines activités trop pénibles soient très attractives pour des travailleurs. Il y a effectivement toute la question des industries agroalimentaires, donc de tout ce processus
transformation, de mise en marché des produits qui, lui, obéit à des règles extrêmement capitalistes, extrêmement concurrentielles, dans lesquelles les paysans ne sont pas représentés. Et ça, c'est une vieille lutte, sans doute la plus fondamentale, qui a un temps émergé dans les mobilisations de ces dernières semaines, mais voilà, qui n'est pas allée trop loin, justement sans doute parce qu'elle remet en cause des équilibres beaucoup plus fondamentaux. Ce modèle-là, il est pensé comme un modèle qui aurait toujours été. Mais en fait, ce modèle, il est très récent. Et c'est pareil pour tout. La question, par exemple, des pratiques alimentaires, voilà, on oublie qu'il y a à peine 50, 60 ans, on était sur des systèmes de distribution, sur des systèmes de fabrication d'aliments qui étaient complètement différents. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est immuable, que jamais on pourra aller à l'encontre de systèmes. Les systèmes, ils changent.